Élu dans le Crémazie en 1994, Jean Campeau devient ministre des Finances et ministre du Revenu dans le cabinet Parizeau. Avant la politique, Jean Campeau a été le chef emprunteur au ministère des Finances, PDG de la Caisse de dépôt et de placement et coprésident de la Commission sur l'avenir politique du Québec. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Campeau. Bonjour, M. Morin. En 90, c'est là qu'on vous voit sur la scène politique plus activement. M. Bourassa vous demande, après l'échec de l'accord du lac Meech, de coprésider la commission Bélanger-Campeau sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Dans quelles circonstances vous a présenté ça et que vous avez finalement accepté? Premier appel, c'est M. Parizeau. J'en ai parlé l'autre jour. M. Parizeau m'appelle le 30 juin 1990. C'est ma dernière journée à la Caisse. Je suis un peu ému, mais écoute, ça va passer. Puis c'est pas d'hier que j'ai décidé de partir. Parce que j'avais, remarquez bien, j'ai fait 10 ans et 4 mois, là, parce que M. Bourassa m'a demandé de rester 4 mois de plus, que je ne pouvais pas refuser. M. Parizeau m'appelle puis il me dit il y a une nouvelle commission. Moi la politique, avant de rentrer, avant la commission Bélanger-Campeau, là, je ne suivais pas ça. Moi, à l'Assemblée nationale aux périodes de questions, même quand j'étais fonctionnaire aussi, je suis jamais venu. Alors, je n'avais pas d'intérêt, je n'étais pas éveillé à ça, à tort ou à raison. C'est clair que je lisais le discours du budget pour tâcher que la Caisse s'ajuste au discours du budget, parce que, comme je vous dis, une province forte fait une caisse forte. Alors, le discours du budget m'intéressait. Mais la politique comme telle, poif. Alors M. Parizeau m'appelle et me dit, comme ça, moi, ça ne me disait absolument rien. Je lui ai dit, ça ne me dit rien. Puis je lui ai dit, je suis fatigué, puis j'aimerais ça prendre du temps un peu. Puis je vais rentrer. J'ai été nommé à la Banque nationale de Paris, puis à Dormiteur, puis j'ai d'autres conseils d'administration. Bien, il revient encore avec la même affaire qu'au Japon. Bien, écoutez, là, je vais vous mettre sur ma liste, puis vous déciderez plus tard. Encore là, je lui dis, je ne vais pas perdre la face, là. Puis après ça, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Il dit, je mets juste votre nom sur la liste, là, puis on verra plus tard. Moi, de gueule lasse, je dis oui, à tort ou à raison. Bon. D'autre part, là, je vais vous conter la suite, là. Là, M. Bourassa m'appelle une journée ou deux après. Puis il me dit, Jean, on se parlait, M. Bourassa et moi, souvent. Puis, comme j'ai déjà dit, M. Bourassa, il est charmeur et charmant. Puis on aime toujours ça quand il vous appelle parce qu'il est de bonne humeur. Puis, en tout cas. Il me dit, Jean, M. Parizeau m'a donné ton nom. Tu comprendras que je ne peux pas te nommer président de cette commission-là parce que qu'est-ce que mes gens vont dire? Mon caucus, qu'est-ce qu'il va dire quand je te nomme alors que tu passais pour péquiste, alors que je ne l'étais pas? J'étais nationaliste, par exemple. Bien, j'ai dit, M. Bourassa, moi, je ne l'ai pas demandé. On est bons amis, vous ferez ce que vous voudrez bien. Moi, c'est bien correct, je vous remercie pour votre téléphone. Bon, parfait. Il me rappelle 2 ou 3 jours après, puis entre-temps, M. Parizeau m'appelle, puis il me dit, démissionnez pas, restez. Quand on vous appelle, dites pas non, là. Bien, je dis, écoutez, c'est pas moi. Alors, mais ça ne me tentait pas. Ça ne me tentait pas, parce que d'abord, c'était un monde inconnu. Quand j'étais nommé à la Caisse des dépôts, c'était pas un monde inconnu. Mais la politique, ça l'était. La politique, ça l'était, puis la commission. Là, M. Bourassa m'appelle, puis il dit, j'ai bien pensé à ça, puis je pense à une coprésidence, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis je pense que là, tu pourrais... Bien là, je commence à me dire une coprésidence. Ça dépend de qui je vais être. Bien, il dit, je voudrais nommer Mme Sauvé, puis j'aimerais ça que tu ailles la rencontrer. Jeanne Sauvé. Jeanne Sauvé, l'ancienne gouverneure générale du Canada. J'aimerais ça que tu ailles la rencontrer pour la convaincre d'agir avec toi comme coprésident. Qu'elle est bien pour ça. Et puis, j'aimerais ça. Et j'ai pris rendez-vous pour toi cet après-midi.
Ça, c'est du Bourassa tout craché, là, tu ne peux rien refuser. Bien, c'est le premier ministre qui t'appelle, tu ne refuses pas. Et le rendez-vous est déjà pris. Le rendez-vous est déjà pris. J'arrive chez Mme Sauvé, il me donne l'adresse, il me donne tout ça bien comme il faut, son numéro de téléphone, puis tu l'appelleras, puis tu diras à quelle heure tu vas arriver. Puis après ça, rappelle-moi. Bon, je vais chez Mme Sauvé, il est 2 heures, on s'assoit sur le sofa, puis elle commence à parler, puis elle parle. Moi, je la laisse parler. Puis je laisse parler jusqu'au bout. Je parle un petit peu, pas beaucoup, parce qu'elle ne me donne pas la parole. Puis on est 4 heures ou 4 heures et demie, il vient le temps de partir. Bon, bien, c'est ça. Je vais rendre compte à M. Bourassa, je dis, je dois l'appeler. Ah, c'est parfait. Elle dit, sur le seuil de la porte, comme ça, vous acceptez que je sois présidente et que vous soyez vice-président à la Commission sur l'avenir politique et culturel du Québec. Hey, c'est pas ça que M. Bourassa m'a dit. Je dis, on était co-président. Ah bon, mais là, elle ne dit rien. Mais je dis, écoutez, moi, je vais me rapporter à M. Bourassa. Là, puis je dis ça. J'appelle M. Bourassa en arrivant chez moi, puis j'y rends compte de la réunion. Ah, il dit, c'est pas ça que j'ai dit. Vous seriez les 2 coprésidents. Le lendemain matin, on est tous les 2, là, madame, toi, madame, moi, voilà ça. Le lendemain, qu'est-ce que je vois dans le Devoir, en première page? Sauvé veut être plus présidente que Campeau. C'est qui a coulé la nouvelle, vous pensez? Pas moi. Je pense qu'on connaît la réponse. Ça venait au lieu. Bon, alors on continue. Puis après ça, il passe des noms, je ne sais pas. Et finalement, arrive avec le nom de Bélanger. M. Bourassa m'appelle, pas Parizeau, pas M. Parizeau, M. Bourassa m'appelle et me dit, serais-tu capable de travailler avec Michel Bélanger? Bien, je dis, bien sûr. Là, je commençais à être motivé, là, parce que Michel Bélanger, c'était pas n'importe qui, j'avais travaillé avec lui. Quand il y a eu beaucoup de misère avec la Banque nationale, après la fusion de la Banque provinciale, la Caisse des dépôts a été très présente et a fait de l'argent en plus de ça. Parce que quand il n'y avait plus d'acheteurs pour ces titres sur le marché, sur ces billets commerciaux, ces effets commerciaux, la Caisse était là. La Caisse était là, évidemment, pour aider la Banque nationale, qui était une banque au Québec, mais aussi parce qu'il y avait de l'argent à faire. Nous, on avait confiance. On disait, une grande banque comme ça ne peut pas couler. On a fait de l'argent aussi. Alors, mais il était bien content d'avoir la Caisse. Très content. Puis dans ce temps-là, il l'a trouvé dur, puis il avait tombé malade. En tout cas, alors, travailler avec Michel Bélanger, moi, ça a très bien été. On a travaillé ensemble. Donc, ça vous convenait de travailler avec lui oui. comme coprésident? Ah oui, puis Michel Bélanger, c'était un gars correct. On n'est pas du même avis sur certaines choses, là, mais c'est un gars correct que j'ai toujours estimé. Alors, nous allons maintenant procéder, tel que convenu par l'ordre adopté ce matin, à certaines motions prévues à l'article 5 de la loi instituant la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Je vais à ce moment-ci reconnaître Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, conformément au premier paragraphe de l'article 5 de la loi instituant la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, je fais motion conjointement avec le chef de l'opposition officielle pour que M. Michel Bélanger et M. Jean Campeau soient nommés présidents de la dite commission. J'ai eu l'occasion cet après-midi, évidemment, de mettre en relief les grandes qualités, l'habilité et l'expérience de M. Bélanger et Campeau pour assumer ces fonctions. Mais là, cette commission-là, il y avait beaucoup de monde là-dessus. Ouais. Comment ça fait? Vous arbitriez les points de vue souverainistes et fédéralistes? Bien, on a essayé de trouver le juste milieu. Regardez comment ça a fini. Ça a fini, on rapatrie tous nos pouvoirs tels qu'avant 1867, tous les pouvoirs au Québec, comme ça avait été déterminé. On s'en est fait voler par Ottawa, puis on n'a rien dit. On veut les rapatrier. Ça, c'est le numéro 1. Ça, si ça ne passe pas, on fait un référendum sur la souveraineté. Bon. Et après ça, le gouvernement s'est engagé à faire un référendum sur la souveraineté, puis il ne l'a jamais livré. Il n'a jamais tenu sa promesse là-dessus, le gouvernement libéral. Bon, du tout. Alors, on avait donc rallié ça. Mais ce qui nous a permis de passer la deuxième étape, parce que Michel Bélanger, contrairement à ce que pensent plusieurs, il penchait du côté souverainiste. Ça ne lui était pas réfractaire. Mais il disait toujours, oui, mais j'ai des amis fédéralistes, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis il restait à le convaincre. Et ce qui l'a convaincu, c'est quand le rapport Allaire est sorti, avant notre conclusion à nous autres. Puis le rapport Allaire, avec Jean Allaire, puis Mario Dumont, ils ont sorti leur rapport peut-être 3 semaines ou 1 mois avant le nôtre. Ça a secoué le pommier. Parce qu'ils étaient agressifs, eux autres, sur le rapatriement, sur notre premier item,
sur le rapatriement des Juridiction. des juridictions. Très, très, très clair. Là, ça a mis le feu dans le petit groupe de travail qu'on avait, Michel Bélanger. Et ça nous a forcé aussi à être encore plus clair. Puis après ça, on sait ce qui est arrivé. Il y a eu Charlottetown, il y a eu le référendum, où le non l'a emporté. Est-ce que les suites données à votre rapport vous ont satisfait? Pas en tout. Pas toutes, hein? Le rapport est allé sur les tablettes, sauf qu'on le mentionne de temps en temps. Mais il y avait du bon monde dans cette... Il y avait les deux côtés. Il y avait des bonnes discussions. Il y en avait 35. Puis les fédéralistes, là, il y avait du bon monde qui avaient leur opinion, puis ils la donnaient franchement. Il y en a d'autres qui étaient dirigés par d'autres intérêts, là. Mais autrement dit, c'était intéressant. Et moi, ça m'a instruit. Là, je vous ai dit tout à l'heure, moi, la politique ne le suivais pas. Là, j'ai vu ce que c'était que la Constitution. Puis j'ai vu toutes les choses. Quand tu es président, tu n'as qu'à écouter. Bien, c'est le fun. Tu n'aurais pas de décision à prendre sur le coup, là. Après ça, il fallait écrire les rapports. Mais dans la décision des rapports, on avait Michel Boivin, qui était un fonctionnaire qui travaillait avec nous autres, compétent dans la Constitution, là, puis grand contributeur dans la rédaction du rapport. C'est des gars... Alors, j'ai appris beaucoup là-dedans, et c'est là que je suis devenu souverainiste, dans le fond. Pourquoi? Parce que l'objectif numéro 1, vous ne pouviez pas l'atteindre, c'est-à-dire de rapatrier tous les pouvoirs? Mais non. On avait mis les deux clauses. On était d'accord sur les deux clauses. Si on ne peut pas, que d'abord, on restait dans la fédération. Autrement dit, on redevenait une confédération. En 1867, il y a eu une confédération au Canada. Dans une confédération, dans un sens, ce sont les provinces qui sont au-dessus, les actionnaires, et le confédéré, il est en dessous. Dans une fédération, c'est le fédéré qui est au-dessus, puis les provinces sont en dessous. Alors, on remplaçait les rôles tels qu'en 1867, et ça, c'était acceptable par la Commission. C'était une des deux recommandations. Alors, même les souverainistes, je ne peux pas parler pour deux autres. En tout cas, moi, je l'acceptais. J'ai été heureux avec ça. On restait dans le Canada pour retrouver nos juridictions. Sauf que ce n'est pas arrivé. Puis on sait ce qui est arrivé au rapport à l'air aussi par la suite, qui est oui. la même chose. En fait, le rapport à l'air, là, moi, je suis déjà allé à des réunions de l'ADQ. Après ça, là, avant d'adhérer au PQ, je suis déjà allé à des réunions de l'ADQ. Je m'entendais avec eux autres, moi. Je m'ai vu ça. Ça a de l'allure, c'est le numéro 1. Puis, Jean Allaire, lui, je me souviens, à ce moment-là, il n'était pas favorable à faire un parti politique. Il voulait rester dans le Parti libéral avec ses convictions. Mario Dumont, lui, me semblait plus favorable à faire un parti politique. Mais c'était du bon monde tous les deux. Hein? Jean Allaire, un gars compétent, là, parlable. Et là, vous dites, c'est là que vous êtes devenu souverainiste. C'était la conclusion de votre réflexion sur les travaux de la Commission? C'est ça, à la suite de la Commission. Bien, plus à la suite de la Commission, il y a non-accomplissement des recommandations de la Commission. Quand je suis à la Commission, je suis ni l'un ni l'autre, là. J'essaie d'être neutre. Évidemment, je suis nationaliste. Les gens vont dire, bien oui, tu es souverainiste. Non, je suis nationaliste. Bien, si tu proche de souverainiste, bien oui. Dans un sens, tu peux dire oui, là. Tu peux bien discuter jusqu'à demain, là. Des détails, ça. Mais moi, je ne suis pas de grande compétence comme constitutionnaliste, là. Alors, c'est à la suite de la Commission que j'arrive à ça. Mais vous ne m'auriez pas pour aller bien longtemps dans toutes ces discussions-là. Alors, je ne peux pas dire que je nageais comme un poisson dans l'eau là-dedans, là. Et au référendum pan-canadien, cette fois-là, en 92, sur l'accord constitutionnel de Charlottetown, est-ce que vous avez été actif? Oui. De quelle façon? Bien, j'étais dans mon comté, en tout cas, très actif, et un peu en dehors aussi. Mais comme je n'aime pas beaucoup les discours, j'ai moins donné de discours, moins d'explications. J'étais actif, mais je n'étais pas... Vous avez fondé le groupe Souveraineté Québec Inc., qui regroupait des gens d'affaires. Est-ce que c'était apolitique ou lié au PQ, ça? Avant de répondre à cette question-là, ça, c'est suite à la commission, là. Alors, quand tu suis la commission, n'oubliez pas qu'il y a une effervescence sur le Québec. Les gens sont réveillés sur le nationalisme québécois, d'autres sur la souveraineté, d'autres fédéralistes, mais même les fédéralistes sont nationalistes, là, à ce moment-là. Alors, dans ce groupe-là, il y avait des membres, des gens qui ont voté Parti québécois, il y a aussi des gens qui ont voté libéral.
Alors, à ce moment-là, on est pour moi, je suis pour la souveraineté, la réponse. Mais est-ce que je suis branché? Quel parti je vais? Puis moi, comme bien d'autres, j'ai toujours pensé, puis pendant la commission aussi, que ce serait le Parti libéral qui ferait la souveraineté. Peut-être idéaliste, là. Parti libéral. Parce que si le Parti libéral, M. Bourassa, à un moment donné, avait décidé de faire la souveraineté, le Parti québécois l'aurait appuyé. Vous vous souvenez de Parizeau, sa déclaration? Je marcherai avec le premier ministre, je vous donne la main au premier ministre. Et je dis, Monsieur le Président, à mon premier ministre, je vous tends la main. Cherchons cet automne, tous ensemble, une voie de l'avenir du Québec. Je sais, moi, quant à moi, la voie que je préférerais. Je suis souverainiste et je resterai souverainiste. Mais puisque ce soir, nous nous retrouvons tous ensemble entre nous, acceptons simplement de pouvoir nous retrouver entre nous et discuter entre nous, pas avec toute espèce d'autres gens, entre nous, de notre avenir et de ce qui doit nous arriver. Merci, Monsieur le Président. Alors que si c'était le Parti québécois qui déclarait la souveraineté, bien, c'était bien plus dur. À un moment donné, on dit que pendant la commission, d'après les sondages, il y avait 66-67 qui étaient pour la souveraineté, pendant la commission. Bien, il y avait sûrement beaucoup de libéraux qui étaient souverainistes à ce moment-là. Ça n'a pas tourné comme ça, ça n'a pas tourné comme ça. Et vous n'avez pas cherché à analyser ces courants-là? Non, parce que ce n'est pas mon domaine. Puis je ne peux pas dire que je suis à l'aise dans ce domaine-là. Puis je ne peux pas dire que ça m'intéresse non plus. Oui, je suis une députée, mais c'est pas ça. Sur la commission Bélanger-Campeau, il y avait, parmi les 35 personnes, Lucien Bouchard, entre autres, chef du Bloc québécois. Et vous avez ensuite travaillé pour le Bloc pour l'élection, je crois, au fédéral, c'était en 93, hein, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait au juste? Je disais tout à l'heure qu'il ne faisait pas de discours. J'ai rencontré des gens dans plusieurs comtés de l'Est du Québec. L'Est-Sud, l'Est-Nord. Je suis allé aux îles de la Madeleine, entre autres. J'ai rencontré des petits groupes. J'ai fait des allocutions. J'ai travaillé beaucoup pour le Bloc à cette élection-là. Puis le Bloc était au début. Il n'y avait pas beaucoup d'orateurs, il n'y avait pas beaucoup de personnes à diriger, puis moi, j'étais disponible. Mais ça ne vous tentait pas d'être candidat? Vous êtes le premier qui me parle de ça. J'ai jamais pensé. J'ai jamais pensé. Ça Non, vient... moi, je n'étais pas décidé à ce moment-là. Là. Vous voyez pas? Moi, je me suis décidé tard d'aller en politique. Là. Comme, même, honnêtement, je n'ai jamais pensé à ça. Fait que... Pourtant, c'est arrivé pas longtemps après, en 93 peut-être, quand vous devenez candidat officiel du Parti québécois dans Crémazie. Là, qu'est-ce que vous avez décidé à plonger? 94. 94? Bien, avec le temps, j'ai pensé, j'ai vu évoluer, puis je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose. Est-ce que c'était prétentieux de ma part? Peut-être. Mais je pensais que je pouvais apporter quelque chose au Parti québécois, puis je croyais en la souveraineté, fortement. Compte tenu qu'on ne réalisait pas, là Charlottetown est parti, le fédéral ne fait rien, alors, puis il ne rapatrie pas le pouvoir. On n'a rien gagné, là. Alors, je me dis, aussi bien aller jusqu'au bout. Mais je décide. Et puis, à ce moment-là, parce que moi, je suis plus un souverainiste qu'un Parti québécois. Je suis bien pour le Parti québécois, je ne vais pas le renier, là. Je suis membre, tout ça, mais je suis plus pour la souveraineté. Alors, quel parti je vais aller? Je suis pour la souveraineté. Il y a le Parti québécois. Je vais. Et puis, je m'entends bien avec Parizeau, là. Je comprends bien. Là. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Jacques Parizeau. Et ça ne date pas de la veille? L'admiration? Non, ça ne date pas de la veille. Dans Crémazie... Moi, j'ai travaillé avec Parizeau, là. J'ai tellement aimé ça, travailler avec Parizeau. Je vous dis, là, quand je suis parti, quand il m'a nommé, quand j'ai été nommé à la Caisse des dépôts, là, ça me faisait de la peine de partir d'ici. J'avais un poste intéressant. Je pouvais travailler pour le Québec, bien réussir les emprunts, là, les négocier comme il faut, aller sur les bons marchés. Puis je travaillais pour Parizeau, moi. Au ministère des Finances, ça. Oui.
Alors, j'aimais ça. Là. Alors, là, je travaillais pour le Parizeau. Et c'est agréable de travailler pour le Parizeau. Je répète, je l'ai déjà dit, il est exigeant. Mais travailler avec quelqu'un qui est exigeant, mais qui donne lui aussi là, son effort. Il ne te laisse pas travailler tout seul, le Parizeau. Là. Il travaille lui aussi. Là. Alors, moi, il m'a emballé, ce gars-là. Dans Crémazie... Je vais dire une chose. Oui. Le Parizeau du ministre des Finances, ce n'est pas le même Parizeau que plus tard. Là. C'est quoi la différence? Puis il est plus agressif, il est plus jeune. On change d'envie, là. Puis il est vraiment au-dessus de ses affaires quand il est ministre des Finances. Il est vraiment dans son domaine, là. Dans Crémazie, vous avez fait quoi pour convaincre les électeurs de vous appuyer jusqu'à la victoire? Est-ce que c'est un vent qui était favorable ou si vous avez fait des choses particulières? Bien, d'abord, dans Crémazie, M. Parizeau ne souhaitait pas que j'aille en Crémazie. Parce qu'à un moment donné, on discutait ensemble, puis on discute quand est-ce que je vais me déclarer candidat pour le PQ. Bon, il m'appelle à un moment donné, c'est le temps aujourd'hui de vous déclarer. Bon, OK, une conférence de presse. Ça marche, c'est pas un mot, j'y vais. On n'a jamais discuté du comté. C'est un peu Parizeau, ça. Des fois, il pense à des affaires, puis il pense qu'il nous l'a dit, mais il ne l'a pas dit. Alors, là, les journalistes me demandent, oui, mais dans quel comté vous allez aller? Moi, néophyte, peut-être pas tellement brillant à ce moment-là. Je dis Crémazie. Là, je vois M. Parizeau qui réagit. C'est pas un mot, Crémazie. Je n'en avais pas parlé aux gens de Crémazie. Moi, c'était irrespectueux d'abord pour les organisateurs de Crémazie. Puis lui, mais il dit, je ne voulais pas que vous alliez dans Crémazie. Je voulais m'emmener dans un autre comté, plus gagnant. En tout cas, je suis allé dans Crémazie. Je le reverrai, ce Parizeau-là, le soir de l'élection. Moi, je suis le dernier élu dans la province. Hein. Alors, il est minuit moins quart quand je suis élu. Dans Crémazie, c'est toujours long. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours long. Alors, je suis le dernier élu. Quand je rencontre M. Parizeau 3 jours après l'élection, je pensais qu'il était pour me féliciter, moi. La première chose qu'il me dit, ça a donc pris du temps. Alors, en tout cas, j'ai pris ça pour un compliment. Oui, vous voyez, dans quel comté vous voyez, vous l'avez dit? Rousseau. Rousseau, ça, c'est... Celui que le gars a eu autrefois. C'est au nord, là, chez Chelsea, Sainte-Julienne. Et puis, ben là, c'était... il y avait déjà un candidat en vue dans Crémazie. C'est pour ça qu'il ne voulait pas vous nommer là? C'est beau. Je n'ai jamais su. Sauf que dans Crémazie, j'ai travaillé. Évidemment, c'était chez nous. Moi, je suis allé parce que c'était chez nous. Je suis bien content d'être allé. Puis, c'est pas quel genre de circonscription, ça? C'est pas un comté facile. C'est un comté baromètre, pas mal. Alors, c'était un libéral qui était là. Un gars compétent, libéral, je me souviens. Là. Valran. Et Valran, c'était un bon gars. Qui était là avant moi. Il ne se représentait pas. Donc, c'était plus facile. Il y a une population francophone, en majorité. Il y a une importante population italienne, qui est plus difficile à gagner. Puis, tu gagnes dans Crémazie, tu ne gagnes pas par beaucoup d'un bord comme de l'autre. Et le revenu moyen de la population? Je ne sais plus. Moyen. Moyen. C'était pas ni riche ni pauvre. Une fois élu, M. Campeau, est-ce que vous deviez avoir un petit doute que vous seriez nommé ministre, et en particulier ministre des Finances? Là encore, M. Parizeau m'en a jamais parlé. Ni de ministre des Finances, ni de ministre. Mais lui, il prétend qu'il m'en a parlé. C'est encore dans ses idées. Il prétend qu'il m'en a parlé. Bon. Il prétend que j'aurais dû m'en attendre, le ministre des Finances. La réponse, c'est que je m'en attendais un peu, mais c'était pas une exigence de ma part. Alors, quand il m'a nommé, bien, je l'ai accepté. Puis le ministre des Revenus, bien, ça venait avec. Je l'ai pris. Alors, est-ce que vous donnez un mandat à ce moment-là? Hein? Ah oui. Lui, d'abord, le même mandat, si je me souviens bien, que Mme Pauline Marois, qui était au Conseil du Trésor, de redresser les finances du Québec et de en même temps promouvoir l'économie du Québec. S'attarder à l'économie du Québec. Parce qu'il y avait un gros déficit à ce moment-là. Bien, on a fait le budget des libéraux. D'abord, ils ont arrivé avec un déficit de 6 milliards 200 millions, qui était très élevé. Et le déficit déclaré avait été seulement de 4,8. Bien, seulement. C'était déjà beaucoup.
6,2, il fallait rétablir ça. Et quels moyens on vous donnait ou que vous aviez en tête? Bien, il faut absolument à ce moment-là que tu réduises les dépenses. Bon, je vais vous donner une réponse simpliste. Augmente les revenus puis réduis les dépenses. Bien, c'est n'importe quoi. C'est bien facile de répondre. Mais non, c'était pas facile. À ce moment-là, c'était pas facile parce que je ne connaissais plus, le ministère des Finances. Je l'avais déjà connu avant que j'aille à la Caisse des dépôts, de 71 à 80. Mais il ne faut pas oublier que moi, j'étais sous-ministre adjoint des emprunts. Je n'étais pas politique fiscale. Un qui était très avantagé quand il était nommé Finances, c'est Michel Audet du Parti libéral. Ayant été sous-ministre adjoint des politiques fiscales, quand il est arrivé comme ministre, il était très au courant, lui. Parce qu'un ministre des Finances, ça regarde surtout la politique fiscale, surtout ce secteur-là. Les emprunts, quand c'est bien fait, c'est fini là. À l'Assemblée nationale, c'était nouveau pour vous aussi de siéger. Est-ce que vous étiez à l'aise avec les us et coutumes, les règlements, puis tout ça? Non, t'es pas à l'aise. D'abord, j'ai fait une erreur. Quand je suis arrivé ministre des Finances, j'étais tellement débordé, je n'ai pas suivi les cours pour s'apprivoiser aux us et coutumes. Je n'ai pas suivi les cours. Donc, je suis mal pris là-dessus. 2 janvier, Serge Ménard? Serge Ménard. Je l'enviais parce que lui, il avait été élu 2 ans en une élection complémentaire, 2 ans avant l'élection générale. Dans l'opposition. Dans l'opposition. Donc, il avait eu le temps de se familiariser avec tout. Alors, il arrivait au ministère de la Justice, puis il y avait 2 ans de fait. Hein. Moi, j'avais rien. Je vous dis, là, à tort ou à raison, même quand j'étais ici, ça ne m'a jamais intéressé de venir à la période des questions, pour me familiariser. Alors, je ne suis pas du tout familiarisé. Oui, j'ai eu de la misère. Puis, c'est parce qu'en même temps, tu as le fardeau de tout comprendre au ministère des Finances. Mes journées ne finissent plus. Puis, il faut que tu consacres du temps au ministère du Revenu. Remarquez bien, hein, moi, je suis contre ça, qu'un ministre ait 2 ministères. Il y en a un qui néglige. Alors, moi, j'ai négligé le Revenu. Qui est quand même considéré comme un ministère junior dans la hiérarchie du Conseil. Je sais, mais c'est à tort. C'est à tort. C'est votre ministère où vous allez chercher de l'argent. C'est le ministère où vous pouvez en laisser passer le plus si vous n'êtes pas vigilant. Moi, je mettrais un ministre senior, là. Mais ça a l'air que ça ne marche pas, là, parce que tout le monde, les 2 côtés, mettent des juniors. Sur le plan législatif, vous avez tout de suite, pas longtemps après, présenté un projet de loi pour restructurer la Caisse de dépôt. Qu'est-ce que vous vouliez changer? On voyait que ça ne marchait pas entre les deux. Entre qui? Entre Jean-Claude Delorme et puis Guy Savard. D'autre part, les 2, c'était des bons gars. Guy Savard, ça aurait pu être un bon... Ils avaient quelle fonction, eux, à la Caisse? Bien, Jean-Claude Delorme était président du Conseil, puis l'autre était directeur général, puis l'autre était président. Puis en tout cas, c'était tellement mélangé que les 2 avaient de l'autorité. On travaillait comme une tête avec 2 boss, là, 2 patrons. Ça ne marche pas, ça. Ça aurait pu marcher si tu avais eu un président du Conseil, comme ils ont fait après ça, avec un président directeur général. Alors, si Jean-Claude Delorme avait été président du Conseil, puis l'autre président directeur général, donc l'autorité, le président du Conseil fait les assemblées du Conseil, supervise le travail du gens. Ça aurait pu marcher après, pourvu que le président du Conseil fasse sa job, et non pas qu'il se laisse emberlicoter par le président directeur général. En tout cas, ça ne marchait pas. Alors, on est revenu qu'une seule tête. Merci, M. Campeau. On continue la semaine prochaine. Ça va, ça fait plaisir.